Ta voix pour l'Afrique, phase 3, a été lancée hier à Ouagadougou. La jeunesse intellectuelle africaine réclame sa place dans le développement des nations et le concept offre un cadre d'expression pour porter un regard critique sur les différents modèles de développement durable. À suivre également dans ce journal la lecture en perte de vitesse chez les jeunes au Burkina Faso. La mode est à Internet et au TIC dont l'utilisation n'est pas toujours rationnelle et ce qui n'est pas sans conséquence sur les rendements scolaires. La Semaine nationale de la citoyenneté 2016, on en parle dans ce journal. Notre invité est le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, M. Paulin Bambara. Bonjour M. Bambara. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités dans le Midi Magazine de ce samedi. Un très bon appétit si vous êtes à table. C'est parti donc depuis hier pour la phase 3 de Ta voix pour l'Afrique. Le programme offre un cadre de débat pour aborder des thématiques qui portent un regard critique sur les modèles de développement durable. Le concept est piloté par African Monitor, qui soutient l'engagement des jeunes et des OSC dans l'atteinte des objectifs de l'agenda du développement durable. Le coup d'envoi a été donné à Ouagadougou par Voice African Future, en présence de Daouda Ouattara et Yolande Lompo. Tous ici sont unanimes que le système éducatif a besoin d'être adapté aux besoins de l'économie nationale. Entre ces murs, la réflexion se mène sur le sujet, suscitant au passage quelques interrogations. Et au sein de 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, l'on se demande si la politique de l'entrepreneuriat telle que entreprise au Burkina Faso peut permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous pensons qu'à l'aune de cette critique qui montre évidemment qu'une non-assimilation par les populations à la base de ces politiques n'a pas été au rendez-vous, cela a justifié en partie l'échec permanent et régulier de toutes ces politiques. Et à travers cette communication, c'est de dire que si nous voulons arrêter les efforts gratuits, nous devons intégrer le principe de faire en sorte que chaque jeune, chaque femme, chaque acteur qui veut être pris en compte dans les ODD devienne lui-même possesseur et propulseur de cette dynamique en se l'appropriant. La présente rencontre consacre la mise en œuvre de la 3e phase du programme Voice Africa's Future, un programme piloté par African Monitor et implanté au Sénégal et au Burkina Faso. Nous sommes en train de lancer cette 3e phase qui va consister à la collecte de données par la jeunesse elle-même sur ce qu'ils ont priorisé. Nous leur donnons la capacité de s'auto-employer. Travailler avec eux dans l'année pour changer cette mentalité et de leur dire qu'ils peuvent entreprendre à partir de zéro et qu'ils peuvent entre eux construire des entreprises qui sont les clients les unes des autres. S'assurer que les États sont en train de mettre en œuvre les ODD en tenant compte des priorités des jeunes, c'est le but recherché à travers la mise en œuvre de ce programme. Voilà, la transition est toute trouvée pour aborder notre entretien qui sera sur la Semaine nationale de la citoyenneté organisée chaque année depuis 2004 par le ministère en charge des droits humains. Et notre invité ce matin, c'est le secrétaire général du ministère en charge des droits humains, M. Paulin Bambara. Bonjour, M. Bambara. Bonjour, Mme Douaniou. Et merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté. Alors, la CENAC, c'est du 28 novembre au 3 décembre. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment rapidement les objectifs visés à travers cette Semaine nationale de la citoyenneté? Alors, la Semaine nationale de la citoyenneté est née au sein du ministère en charge des droits humains depuis 2004 et vise essentiellement à sensibiliser toutes les couches sociales, pas uniquement la jeunesse, sur les dangers de l'incivisme, sur la responsabilité citoyenne qui incombe à chaque individu dans ce pays, sur notre devoir de citoyen dans ce pays. Parce que la construction de la nation nous incombe à tous. Et aujourd'hui, si nous observons un peu, la tendance est souvent à des manifestations, souvent à des destructions par le feu, par moment, tout ce qui n'est pas vraiment de notre culture. C'est pourquoi le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique travaille sur cet aspect depuis 2004 et chaque année, nous avons tout fait pour tenir une semaine nationale de la citoyenneté
afin de sensibiliser l'ensemble des couches sociales sur les dangers de l'incivisme et le coût de l'incivisme pour notre pays. D'accord. Alors, la Semaine nationale de la citoyenneté va se tenir du 28 novembre au 3 décembre. Quel cachet particulier vous donnerez à la Semaine nationale de la citoyenneté 2016 ? Alors, la Semaine nationale de la citoyenneté 2016 est organisée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le parrainage de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, en charge de la sécurité intérieure, et aussi sous la présidence de notre ministre de tutelle, le garde des Sceaux. Et donc, cette session de la Semaine nationale de la citoyenneté est placée sous le thème « Civisme et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives pour une meilleure préservation de la paix sociale ». Okay. Alors, vous parliez tantôt d'incivisme et on remarque cette montée-là, en tout cas de l'incivisme au Burkina Faso, que ce soit dans le milieu des jeunes, que ce soit dans tous les milieux, mais surtout dans les milieux des jeunes, chez les scolaires par exemple. Les cas sont là, on a des exemples qui datent de pas longtemps. Qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce que vous avez comme stratégie spécifique justement pour combattre ces actes d'incivisme-là dans les milieux scolaires? Alors, au cours de cette CENAC, nous aurons des activités spécialement dirigées vers les élèves. Et nous aurons aussi des activités dirigées vers l'ensemble des couches sociales. Et depuis 2013, le forum sur le civisme s'est tenu et il y a eu un plan d'action qui a été rédigé à la suite des recommandations formulées à l'issue de ce forum. Ce plan est en train d'être mis en œuvre, ce plan d'action est en train d'être mis en œuvre et il y a un certain nombre de textes qui vont être pris et il y a aussi des actions de sensibilisation qui se mènent au quotidien. Parce que l'incivisme nous retarde sur le chemin du développement. À chaque fois que nous incendions, par exemple à la suite des élections passées, il y a eu des mairies qui ont été détruites. Est-ce que cela nous permet d'avancer sur le chemin du développement? Okay. Voilà. Alors, on veut bien qu'il y ait des sensibilisations au niveau des jeunes, de la jeunesse, surtout dans les milieux scolaires, mais est-ce qu'il ne faut pas orienter cette sensibilisation-là au niveau des parents? Quand on prend le cas de l'exemple à Manga, il y a quelques jours, où c'est un parent d'élève qui malheureusement a porté la main sur un enseignant, est-ce qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule et orienter vraiment la sensibilisation du côté des parents? Parce que quoi qu'on dise, quand un enfant voit un de ses parents brûler un feu rouge ou casser quelque chose, je ne pense pas que ce soit un bon exemple. Il pensera que c'est l'exemple à suivre. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la copie de la sensibilisation? Je suis d'accord entièrement avec vous et nous l'avons déjà entrepris. Nous avons procédé à des formations des APE, les associations de parents d'élèves, et dans pratiquement les 13 régions. Et nous avons décidé donc d'étendre ces sensibilisations à toutes les couches sociales. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes personnes qui incitent parfois ces jeunes-là aussi à agir. Et vous savez, nous agissons beaucoup sur les jeunes parce que quand un enfant est jeune, il est plus facile à façonner. C'est comme le bois vert, il est plus facile à façonner. Mais lorsqu'il grandit, il devient plus difficilement malléable. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur la jeunesse, mais nous travaillons aussi sur les parents. Parce que l'éducation est d'abord de la responsabilité des parents. Et quand vous voyez un enfant qui se comporte mal, souvent il faut regarder aussi vers ses parents. Bien sûr. Soit ils ont confié l'éducation des enfants aux bonnes et ils ne s'en occupent pas du tout. Ils ne vont pas à l'école se renseigner sur ce qui se passe. Et quand ils vont se renseigner, on a appris qu'il y a des parents qui vont sermonner justement les surveillants ou les éducateurs. Ou porter même carrément des coups. Voilà, parce qu'ils ont osé punir un enfant pour mauvaise action. Et ça, c'est vraiment pas le bon exemple. Ce qui s'est passé à Manga est regrettable. Et nous devons travailler à éradiquer ce genre de comportement. Okay. Je pense que la justice est saisie et fera son travail. Monsieur Bambara, est-ce qu'on peut avoir une idée du déroulement de cette semaine, les actions fortes qui seront menées, les points saillants de la semaine? C'est vrai, au cours de cette semaine, nous aurons dès demain un cross populaire qui va se dérouler dans les 13 régions. Parce que la CENAC se déroule sur l'ensemble du pays, dans les 13 régions, parce que nous avons des directions régionales qui organisent aussi la CENAC dans toutes les régions. Et donc, il y a un cross populaire dans toutes les régions. Et ce cross commence demain à 15h. Okay. À Ouagadougou, c'est au rond-point des droits humains. Voilà.
Et ensuite, il y aura la cérémonie officielle de lancement qui va se dérouler donc le 29 novembre à partir de 9h à la salle des banquets de Ouaga 2000 sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, d'accord. Voilà. Et le 30, nous aurons un match de football. Le 1er décembre, une journée de réflexion sur la promotion des droits humains et le civisme au profit des maires et des élus locaux, parce qu'ils ont aussi leur responsabilité. Leur rôle à jouer, bien sûr. Et le vendredi, nous aurons une journée nationale de contrôle et de sensibilisation. Merci beaucoup. Voilà. Merci, M. Bambara. Malheureusement, oui. Il faut bien que je termine, parce que le samedi 3 décembre, c'est une journée nationale de salubrité qui est organisée pour clore l'ensemble. À travers tout le pays. Voilà, à travers tout le pays. D'accord. Voilà. Merci, M. Bambara, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la 16e, de la Semaine nationale de la citoyenneté, édition 2016, qui se tient du 28 au 3 décembre prochain, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Merci pour toutes ces précisions, M. Bambara. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons à Dori pour une rencontre de la cellule de coopération entre collectivités locales du Sahel, C3 Sahel. C'est une rencontre pour examiner et valider les textes fondamentaux de la cellule et mettre en place le comité de pilotage. Une usine de fabrique d'aliments pour bétail devrait voir le jour dans la zone des précisions avec Martin Ouedraogo et Sokou Zongo. Voici formalisée la convention cadre de coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivités territoriales du Sahel au Mali, au Niger et bien entendu au Burkina Faso. Un projet de coopération souhaité depuis 2011 qui se concrétise ici par la signature de la convention cadre. Avec la signature de cette convention et avec l'appui de nos partenaires, nous avons des ambitions un peu plus grandes. Nous allons formaliser davantage cette cellule et lui donner les moyens de grandir pour répondre aux besoins de ces populations. C'est un vieux rêve qui vient de se concrétiser. C'est une coopération de bon voisinage, de coopération et d'intégration. Donc les termes là ne sont pas des vains mots, c'est des termes qu'on utilise à tout moment. C'est des termes qui nous sont très chers. Les défis à relever dans le cadre de cette convention sont entre autres l'amélioration des services socio-économiques de base, des infrastructures productrices, quand on sait que le secteur de l'élevage constitue un potentiel de développement dans la zone. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre en charge de l'élevage du Burkina, Soumanoro Koutou, lance ici les travaux de construction d'une unité de fabrique d'aliments pour bétail. Et dans mon ministère, mon département en particulier, nous serons là avec l'assistance technique. Comme je l'ai dit, nous sommes en rapport avec des partenaires techniques et financiers et nous ferons en tout cas ce que nous pouvons pour l'accompagner, pour peu qu'effectivement nous puissions avec les promoteurs, le bureau qui est constitué, aller ensemble. La convention cadre, qui constitue la feuille de route de la cellule de coopération entre collectivités territoriales du Sahel, C3 Sahel, a une durée de 5 ans et pourra être reconduite d'un commun accord. La C3 Sahel compte 9 collectivités territoriales, dont 3 au Mali, 2 au Niger et 4 au Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, le centre de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide a ouvert ses portes au public pour mieux se faire connaître. La recherche de qualité au profit du développement dans l'espace UEMOA, c'est le thème de ces premières journées portes ouvertes. Hassan Gourabou, Moussa Sanou. Le Sud-Est, le Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone sud-humide, a 25 ans. Et pourtant, il reste mal connu du public. En organisant ses premières journées portes ouvertes et à travers ses expositions fruits de ses travaux, l'institution entend mieux se faire connaître, surtout à Bobo-Dioulasso où se trouve son siège. Le centre a été créé en 1991 à Abidjan. Aujourd'hui, le centre a 25 ans. Il fallait faire connaître nos activités à la population de la ville dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi à la population du Burkina Faso et au monde entier. Donc c'est l'objectif principal de ces journées portes ouvertes. L'initiative est saluée par les autorités pour qui ces journées représentent une occasion pour les populations de découvrir les activités du Sud-Est. Il y a vraiment un grand travail qui se fait à l'intérieur de ce centre qui profite aux différents États membres. Et il était quand même important que la population puisse prendre connaissance de ces différentes recherches qui se font ici. Alors donc, au nom du ministre des Ressources animales, je voudrais une fois de plus féliciter donc, la directrice générale et tout le conseil scientifique pour le travail qui est abattu. Créé au départ avec les 5 pays du Conseil de l'Entente, le Sud-Est compte aujourd'hui 8 États membres.
Une de ses missions, la recherche appliquée sur l'élevage et les pathologies animales. Nous restons à Bobo-Dioulasso où Lassine Diawara est élu à la tête de l'Assemblée consulaire régionale des Hauts-Bassins. Le nouveau président dit mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend et veut compter sur l'ensemble des acteurs pour relever les défis du développement dans la capitale économique du Burkina Faso. Il a été installé dans sa nouvelle fonction en présence de Karim Cissé. Il était le seul candidat. C'est donc sans surprise que Lassine Diawara est élu président de l'Assemblée consulaire de la région de Haut-Bassin, et ce pour un mandat de 5 ans. Il va travailler avec une équipe de 30 membres pour mettre en œuvre son programme dénommé « Agissons ensemble pour le développement durable de nos entreprises ». C'est une région qui a un potentiel agricole important et par ailleurs les grandes industries et le commerce et la plateforme logistique du Burkina Faso se trouve à Bobo à travers donc le port sec de Bobo-Dioulasso. Nous voulons essayer de redynamiser tous ces secteurs pour que ce soit donc un relais important de croissance pour toute l'économie burkinabé. Le secrétaire général de la région de Haut-Bassin qui a procédé à l'installation du nouveau bureau a invité chacun des membres à travailler dans un esprit de solidarité pour la relance de l'économie locale. Nous les avons installés officiellement dans leurs fonctions en les invitant à travailler dans une synergie d'esprit, dans la cohésion, dans l'entente, surtout avec le consensus. Lassine Diawara est dans le sillage de la Chambre de commerce depuis les années 1974. Et de l'avis des uns et des autres, il est l'homme de la situation. Une vingtaine de cadres du département en charge de la santé venus de toutes les régions de Burkina achèvent une formation de 6 semaines à Bobo-Dioulasso en paludologie et devraient mettre les connaissances et compétences acquises au service des structures sanitaires du pays. C'est la lutte contre le paludisme qui gagne en efficacité. La 2e édition de cette formation enregistre la participation du Niger et de la Guinée. Des précisions avec Karim Iliboudo, Siriki Milogo et Karim Cissé. 6 semaines ont suffi à ces cadres du ministère de la Santé pour renforcer leurs capacités techniques et managériales de lutte contre le paludisme. Durant 1 mois et demi donc. 7 modules basés sur la théorie et la pratique ont permis aux 20 participants venus du Niger, de la Guinée et du Burkina Faso de savoir davantage sur le paludisme, première cause de consultation et de décès au pays des hommes intègres. Nous avons pu beaucoup apprendre, surtout en entomologie. Nous avons pu savoir comment on pourrait disséquer un moustique. On pourrait voir comment le plasmodium même se fait sa mutation. Cette maladie qui demeure un problème majeur de santé publique entrave le développement social et économique des pays touchés selon les responsables de la santé. Pour inverser cette tendance, une mutualisation des efforts de lutte et la formation des acteurs de terrain s'avère nécessaire. Former ces gens-là, c'est sûr et certain que nous allons valoriser le capital humain et partant de là, nous allons aboutir à une meilleure prise en charge, surtout du paludisme. Vaincre le paludisme à l'horizon 2030, tel est l'objectif des autorités sanitaires, un objectif qui passe par la mise en œuvre de quelques suggestions formulées par les participants. Il s'agit essentiellement de la poursuite de ce cours et de son ouverture aux autres pays voisins. La création et l'animation d'un réseau de palytologues au Burkina Faso. L'Association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire milite pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Elle entend initier des activités pour le rapprochement des 2 peuples ivoiriens et burkinabés. Mais avant, l'Arabe CI en demande les bénédictions du Moro Naba Bango, Nongba Kouda et Zubaviel David Dabiri. Visite de courtoisie sur fond de plaidoyer pour une intégration réussie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'organe dirigeant de l'Arabcie
L'association pour le renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire présente au Mogo Naba Bango les grands axes de son programme et sollicite son leadership pour l'atteinte de ses objectifs. Le Moro Naba, c'est une personnalité importante de notre pays. C'est une personnalité qui est dépositaire de beaucoup de choses, notamment d'une très grande culture, la culture Mouara, mais également une culture africaine. Ce matin, en lui rendant visite, nous avions deux objectifs. Le premier, c'était de présenter notre association à Sa Majesté, et ce que Sa Majesté a apprécié à sa juste valeur. Et puis deuxièmement, demander à Sa Majesté de nous aider à tenir, à diriger, à organiser l'ensemble de nos activités et de nous aider à faire de telle sorte que les populations à la base puissent s'approprier cette association. Créée en septembre 2016, l'ARAPSI se veut une association apolitique. Elle projette mettre en œuvre, à partir de janvier 2017, une série d'activités humanitaires, sociales et sportives au profit des populations ivoiriennes et burkinabées. Au chapitre éducation de ce journal, on parle de la lecture qui jadis occupait une place de choix dans la formation intellectuelle des enfants et qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Et pour cause, Internet et les technologies de l'information et de la communication sont passés par là et les élèves n'en font pas toujours une utilisation rationnelle, ce qui n'est pas sans conséquence sur les rendements scolaires. C'est le dossier du jour signé Amado Ilboudo et Zubaviel David Dabiri. Lire est un exercice indispensable à la formation intellectuelle, mais aujourd'hui relégué au second plan par les élèves. Francis Kinda est inscrit en classe de terminale D. Sa passion, les matières scientifiques, en l'occurrence les mathématiques. Pour ce jeune apprenant, la lecture, on peut s'en passer. D'abord pour lire, il faut avoir une certaine envie avant de lire. Bon, mais moi, dès mon examen du BEPC, quand je me suis projeté pour la série scientifique, non, je ne me suis pas trop attardé sur la littérature. Bon, j'ai pas trop l'envie sur les lectures, quoi. Je ne lis pas trop, en fait. Un manque d'engouement pour la lecture dans un contexte d'explosion des nouvelles technologies. Lucienne Nadembega est de la génération connectée. Elle préfère surfer sur Internet pour ses recherches plutôt que de fouiner dans les livres. Le livre, c'est trop volumineux. Donc, pour prendre le temps de lire ça prend beaucoup de temps. Donc, si on clique sur le net, ça ne prend pas... on peut lire ça en moins d'une heure comme ça. Donc, les intrigues là, influencent trop sur la vie scolaire. Ça nous rend un peu paresseux. Mais à la décharge des élèves, l'état de certaines bibliothèques n'est pas de nature à aiguiser le goût de la lecture. Dans cette bibliothèque d'un lycée de la place, les livres sont insuffisants et souvent en déphasage avec les nouveaux programmes. En ce qui concerne la bibliothèque du lycée particulièrement, la fréquentation a baissé parce qu'on n'a pas assez de documents pour tous les élèves. Voilà, surtout les romans, les élèves viennent, mais comme on n'en a pas assez, c'est seulement réservé pour les élèves du second cycle. Donc les élèves du premier cycle n'y ont pas droit parce qu'il n'y en a pas assez. La conséquence de tout cela, c'est qu'au fil du temps, une baisse significative de niveau est remarquée chez les élèves, surtout en matière de rédaction. Une situation qui inquiète les enseignants. Je tiens par exemple ces élèves de terminale là, très souvent au niveau de la correction, ils ont des problèmes pour exprimer leurs idées. On imagine un peu ce qu'ils veulent dire, mais la manière de formuler l'idée, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est à travers la lecture qu'on peut acquérir tout ça. Même au niveau de la participation en classe, ça joue beaucoup. Pour y remédier, certains enseignants suggèrent une introduction de la lecture comme matière à noter. Aussi, l'initiation à la lecture des versions numériques des ouvrages au programme pourrait contribuer à résoudre ce problème de plus en plus préoccupant dans le monde scolaire. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités dans ce Midi Magazine. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous dire merci infiniment de nous avoir reçus chez vous et vous souhaiter une excellente journée dominicale. Une bonne reprise de travail pour demain.